Pour ma présentation, donc, je tiens à remercier donc, le docteur Abdenour pour pouvoir accéder. Donc, la santé crânienne, c'est un peu de votre crânien qui va donner donc, par conséquent tous les temps cérébrales, si vous pouvez, le cycle, qui va intéresser donc ici le visuel, qui va avoir un cerveau technique, et qui va quand même se trouver important, surtout dans des séquelles et dans des cas qui vont être un désastre pour la société, sur le plan aussi bien financier que et tout dépend des exemples initiales, sur lesquels on n'a pas vraiment d'accent. Et si donc des gens secondaires, à savoir les gens qui vont apparaître après des gens initiales, soit les gens initiales, soit par contre les gens initiales, qui vont essentiellement dépendre donc de par exemple de la personne qui a les anciens vaches. Donc, il ne faut pas oublier qu'un sa prise en charge, qu'elle soit en pré ou en intra-hospitalier, donc va répondre aux effectifs de la traumatisme d'un point avec un peu adapté donc, pour la traumatologie crânienne. C'est un traumatisme du racine, c'est un traumatisme aussi facile possible, avec gestion donc, difficile du voie aérienne, du état circulatoire du patient aussi. Et bien sûr, quand tout polytraume, c'est le cas, il faut avoir besoin de pouvoir avoir des études qui peuvent compromettre aussi le pronostic cérébral, que ça par du variation immunologique ou autre. Et bien sûr, hiérarchiser la prise en charge en priorisant bien sûr la distance respiratoire, circulatoire, stabilisée avant de s'intéresser au cerveau. Bien sûr, avec des particularités donc, qui vont écouler sur le cerveau, donc dépend de tout ce qui apporte dans le sanguin, ça en énergie, en glucose, en n'a pas donc, de capacité de stockage. C'est pour cela donc il doit être étroitement donc, correctement perfusé. Cette consommation donc, sert essentiellement donc, pour l'activité électrique. Donc un cerveau dépend des apports et dépend essentiellement donc, des apports pour l'activité électrique. Un cerveau qui est sensible, qui a un protéine, mais qui a aussi sa propre présence. On a donc, trois compartiments fondamentaux en sang. Chaque fois qu'un des compartiments, ce sera autrement des autres, selon donc l'équation de Mondry, mais dans une certaine limite. Chaque fois qu'un des compartiments manque, avec la certaine limite, l'apparition d'un nouveau compartiment va favoriser donc l'apparition d'une pression crânienne de HTC. Donc, la pression crânienne, c'est chaque fois qu'il y a un conflit avec ce contenu contenant, donc on va avoir un HTC qui va retentir la pression de perfusion cérébrale et par conséquent, l'ischémie hypoperfusion. Et cette interaction contenu-contenant est régie par la compliance avec 2%, donc 2% avec une compliance augmentée, une portion donc avec une compliance qui va s'effondrer rapidement. Chaque fois qu'il y a un phénomène qui va s'augmenter, on va avoir une justice. Donc la première partie témoigne de mécanismes compensatoires, à savoir le refoulement des cercles millénaires qui sont en dehors de la boîte crânienne. Quand ces mécanismes compensatoires donc, vont être déplacés, on va avoir une HTC sévère qui va nécessiter donc une intervention. Donc, chaque fois qu'on a un patient, donc, on va prendre en charge pour le traumatisme crânien. Il se peut qu'il soit dans cette zone de compliance, on peut dire, augmentée. On va essayer donc, de prévenir de ne pas arriver à la turbulence effondrée, qui va nécessiter par conséquence des thérapeutiques plus agressives. Donc, on a un volet, si on peut dire, préventif, prophylactique, et un volet donc, plutôt curatif. Et bien sûr, cette évolution vers l'SQC va dépendre de l'installation et de la localisation, quelque soit la Suisse ou son territoire. Pourquoi il faut éviter donc ce SQC? Parce qu'il va occasionner donc des engagements à travers les orifices donc anatomiques et suranatomiques, comme c'est employé le bien et le bien, mais aussi cette HTIC va s'opposer à la pression perfusion cérébrale, à la pression motrice donc, de la perfusion cérébrale, et voire même donc occasionner l'ischémie et la mort encéphalique. Donc, le mécanisme compensatoire donc dépassé va faire qu'on va avoir une hypertension, l'ischémie et des signes cliniques qui vont se traduire dans un coma de variable, de sans division en bas, l'apparition de l'engagement, c'est l'anomalie donc une démette puppillaire, les crises convulsives ou autres. Bien sûr, il faut répéter l'examen pour pouvoir détecter l'évolution.
L'examen, malheureusement, se base toujours donc, sur le Glasgow. Puis, certes, doit être réalisé sur un malade réanimé, donc stable circulatoire, ensemble, aussi, hypercapnie ou hypothermie, qui ne soient pas influencés donc, par des médicaments ou des substances qui interfèrent avec l'état neurologique, avec plus de crédit pour la réponse motrice par rapport à la gravité des lésions. Cette traumatisme crânien doit donner donc, locale comme des contusions, des attritions d'hémorragie ou bien des lésions diffuses, comme les lésions diffuses ou bien des cycliques. Et par conséquent, donc, le scanner cérébral reste l'examen initial à faire obligatoirement pour pouvoir avoir une idée sur les lésions initiales, donc qui sont diverses, entre rien et tout. Donc, le cerveau pareil normal, avec une contusion échelle qui évoquerait donc des lésions actionnelles diffuses, comme ici par exemple. Insidural, extradural, du contusion, mais aussi, donc, ce scanner qu'il faut répéter va permettre donc d'avoir ici une idée donc, sur le mécanisme lésionnel et éventuellement avoir une idée ou une préhension sur l'évolution possible de ces lésions-là. Donc, les lésions initiales, on n'a pas de moyens à agir pour la majorité donc, des lésions. Toute notre thérapeutique va viser à éviter que ces lésions s'aggravent pour avoir apparaître des lésions secondaires. Donc, nos objectifs, c'est lutter contre l'hypertension, optimiser la pression cérébrale pour optimiser donc, la pression du cerveau et la balance énergétique, et aussi donc, prévenir les agressions donc, secondaires, qu'elles soient centrales ou systémiques. Les agressions centrales peuvent générer la friction en fréquente, et que l'œdème, les convulsions, qui vont favoriser l'engagement, et les visions donc, systémiques, tout ce qui est, entre guillemets, l'hémostasie donc, du cerveau et de l'organisme. Parce que dépend de ces apports-là, c'est la régulation de l'hémostasie. Donc, tout ce qui est hypotension, hypoxémie, hypercapnie, hypocapnie, dysnatrémie, dysglycémie, autres. Je dois traiter, donc, prévenir la stupécie pour donc, pouvoir la monitorer. Donc, il y a plusieurs moyens, donc, essentiellement, donc, le cathéter intraparachementeux, le cathéter intraventulaire. Le cathéter intraventulaire permet d'avoir un chiffre donc, fiable de la pression crânienne, mais suppose qu'on a des ventricules qui sont visibles, accessibles pour le chirurgien, suppose qu'il y a un risque donc, donc infectieux, donc plus important, un risque aussi donc hémorragique sous-trajet du cathéter plus important par rapport à un cathéter intraparachementeur. Mais moyennant donc un chirurgien donc plus habile, on peut par une agressant réussite subtaxique, connaissance subtaxique, donc pouvoir mettre cette dérivation dans le cul. Ou bien le cathéter parenchymateux. Donc du viréviseur après quelques jours, mais plus facile donc à mettre en place même au sas d'urgence. Pour quel patient donc le plus grave, qui a un scanner normal ou qui a un scanner normal avec 2-3 facteurs suivants, à savoir la supérieure à 40 ans, on a une moyenne de 30 minutes, ou bien et on voit donc les recommandations donc, françaises à cela, donc il y a plus de patients donc, qui bénéficient de cette charge d'applique. Ici, on voit donc les recommandations donc, de la Brain Foundation, ils vont commencer donc, par une première phrase qui est All Cell Blood Pressure. On peut étendre dans ces indications et aussi donc restreindre ces indications. Donc, j'ai d'HTC, ou bien j'ai des personnes qui sont susceptibles d'HTC, donc il faut prévenir ou agir. Et on a donc 4 compartiments, l'éventuel hématome, le parenchyme, le LCR, le sang. Il faut savoir donc, discuter avec le chirurgien pour pouvoir indiquer un traitement chirurgical. Attends, c'est possible. Pour les indications formelles, donc on a l'extradural de musculipètre, l'embarrure. Pour le hématome cédural, donc, pour pouvoir convaincre le chirurgien, parce que souvent, sont réticents parce qu'il y a plus de lésions sous le hématome cédural, donc, il y aura plus de minces. Je suis réticent parce qu'ils vont devoir du mal, d'une part, à faire des stades, et surtout, donc, on va avoir un cerveau qui va pousser par la suite. Et on va avoir donc, du mal à terminer. Pour certaines équipes, donc, on peut proposer donc, et après échec de toute thérapeutique possible, avec un large produit pour éviter donc, pour laisser de la place d'une part, et pour éviter donc tout ce qui est contingent sur le bord aussi.
Bien sûr, il faut en parallèle faire une plastique durmérienne, puisque la durmère, c'est l'autre structure inextensible du cerveau. Donc, faire une transmission plastique durmérienne, ça revient donc à ne rien faire pour ces patients-là. Pour quels patients? Donc, pour les patients donc, chez qui on a un HCC réfractaire tardif, avec possible donc, amélioration donc, du pronostic de ces patients-là. Pour les patients donc, qui vont en HCC, donc, qui réfractaire précoce, c'est dubitatif, donc l'indication. Quel volet, donc plutôt un large volet temporal. Et sûrement, donc, cette intimidation va améliorer le sang de l'année, mais pas forcément donc, avoir une corrélation donc, avec les pronostics des patients. Donc, ça va permettre de gérer les chiffres de présence crânienne, de réduire peut-être le durée de séjour, mais pas forcément la durée d'hospitalisation. Deuxième donc, on va éviter tout ce qui peut favoriser l'augmentation des hématomes, des contusions hémorragiques, parce que le malade est sous traitement anti-coagulant. Avec des objectifs, donc, avoir un peu faire de 60 000, 100 000, on va opérer, tout en sachant que on va avoir une cascade inflammatoire, une cascade propagande anticoagulante, qui va faire que c'est un peu difficile de gérer ces patients. L'amélioration du revenu par un processus de donc 30 degrés, donc ça va peut-être prévenir, améliorer le patient, mais surtout donc prévenir l'aggravation de présence crânienne. Par meilleur drainage veineux. Bien sûr, peut-être dans l'axe, parce que peut-être tourné, ça va comprimer la jugulaire homolatérale, par conséquent, stase veineuse, augmentation de volume sanguin et pression crânienne. Si c'est possible d'avoir une dérivation, ça permet de surveiller la pression crânienne, de soustraire du LCR et ramener donc, le patient vers des centres de confiance meilleurs. Bien sûr, il faut pouvoir donc, respecter les règles de sepsie, positionner donc, la poche à plus de 5 cm par rapport au zéro, et favoriser plutôt le drainage continu, en sachant que ça va limiter donc, le moyen de surveiller la pique, et peut-être proposer de mettre une pique à trappe franchimèteuse en contralatéral pour pouvoir surveiller la pique en même temps. Troisième compartiment, délimité entre autres par la barrière hémato-encéphalique, qui se comporte comme une barrière semi-perméable, où elle va répondre donc une voie d'osmose, où le sodium va agir comme une molécule osmotiquement active. Par conséquent, le traumatisme crânien ne doit jamais être en situation d'équilibre proximal. On va surveiller de façon rapprochée donc, la natrémie et corriger cette natrémie-là. Donc, jamais souhaité photonique, jamais d'hyposmolarité, c'est ces traumatisme crânien. Mon malade fait d'HIC, donc je vais utiliser ça pour payer là, avec une molécule osmotiquement active, ça va le malédome ou bien sans saline hypertonique. Ça va une sorte d'auto-remplissage vasculaire in situ, ça va améliorer donc, la pression perfusionnelle cérébrale in situ, ça va améliorer la rhéologie sanguine, avec l'effet, donc, bien sûr, sur le sang du volume parenchymateux, effet, donc, avec une méthode d'affaiblir par conséquent, son traitement de droit, et un traitement de droit, et un traitement qui est passé à une pour voir s'il y en a d'autres indications, donc d'autres traitements ou d'autres thérapeutiques, ou bien une indication opératoire. L'inconvénient, donc, ça va entraîner une duèse osmotique, perfusion, et donc, on vend aussi. Le sang salé hypertonique, si vous voyez, entre guillemets, perte hydrique et volumique par conséquence, plus de stabilité circulatoire, mais l'inconvénient qui va favoriser une situation d'hypernatrémie qui va limiter donc son réutilisation donc, par la suite. Quelle soluté donc exemple ici donc cette soluté donc magnétode de sang salé hypertonique à 10%, donc sont comparables pour contrôler cette pression crânienne avec son recommandation ANG, donc avantage de sang salé hypertonique pour contrôler donc l'HTIC sévère dans la prise en charge donc précoce du traumatisé, mais en fait, quand ce plan pronostique pas d'effet donc notable, ce plan donc administration préhospitalière, donc cette recommandation donc, ne préconise pas d'administration préhospitalière en dehors donc l'HTIC donc non contrôlé. Donc l'osmothérapie aussi, comme le grand tube décompressif, permet de juguler donc l'HTIC, peut-être d'améliorer donc mais à long terme reste discutable. Le dernier compartiment, c'est dans le même sanguin. Et se pose la question, comment faire pour apporter suffisamment pour éviter l'ischémie,
pas trop pour éviter l'hyperémie, en pouvant soit sur l'augmentation de l'apport, ou bien la réduction donc, des besoins, de la consommation. Et pour cela, donc, bien sûr, je dois avoir un méthode pour pouvoir éviter une sanguine. Comme la saturation jugulaire veineuse en oxygène, ou la pression d'anticipation en oxygène. Et ici, donc, vous voyez bien que la saturation va dépendre donc, de l'oxygénation, du transport de l'oxygène quelque soit par le débit ou bien l'anémie. Donc, on va optimiser donc, la transfusion, le débit sanguin cérébral, le débit régional pour le débit général pour bien réduire la consommation. Pour cela, il faut comprendre un peu comment c'est le débit sanguin cérébral. Donc, on a d'une part l'autorégulation qui va maintenir un débit sanguin cérébral moyennant donc, la vasomotricité cérébrale, avec en situation d'hypotension, on doit prévenir une vasodilatation, donc qui va favoriser la cascade dilatatrice, donc de Rosner, par conséquent, c'est un cercle vicieux qui va s'instaurer pour l'hypertension crânienne. Avoir un malade plutôt, donc, avec une subtensionnelle correcte, pour éviter donc, cette cascade dilatatrice, et voir, en cas d'HTC donc sévère, aller vers plus loin, donc vers tout concept, aller donc le subtensionnel plus élevé pour induire donc une vasoconstriction, pour réduire le volume sanguin cérébral et réduire par conséquent la pique. Et moins, donc c'est vraiment ça, qu'est-ce que la nuit. Deuxième mécanisme, donc réduire le volume sanguin cérébral, donc la réticécérie. L'hypercapnie va favoriser donc la vasodilatation hyperémie. Donc, pas l'hypercapnie symptomatique canal, donc il faut contrôler la vasodilatation, contrôler donc la capnie, donc une normocapnie, voire une hypercapnie modérée. Voir mon malade qui fait la CIC, que j'arrive pas à contrôler, voilà, je peux vous faire la ventilatation avec réduction du volume sanguin cérébral, mais attention, risque ischémique. Donc, pas d'hyperventilation prolongée, surtout pas d'hyperventilation non contrôlée par un outrage métabolique. Troisième ventilation, la métabolique. La cellule consomme, la cellule a besoin de volume sanguin. Les métaboliques de consommation donc, vont faire qu'on va augmenter les apports locaux par le potassium, l'adénosine, les ions donc hydrogène et par nano aussi. Et selon ce concept, donc on a deux situations donc, qui sont un continuum en fait compte, soit entre guillemets préventif, éviter toute source de consommation, ou bien aller vers la réduction de la consommation. Nous, on développe donc la prévention de commercialité, avec comme réflexion donc les conditions va perturber la neuromuscularité, notre source d'hypertension. Donc, il vaut mieux le prévenir, tout en sachant qu'ils sont relativement fréquents, surtout donc fréquents quand ils sont en astreinte clinique. D'autre part, on va avoir des patients qui vont avoir des convulsions précoces, ne peut pas dire forcément qu'il va avoir des convulsions lipédicides. Et l'absence de convulsions précoces ne veut pas dire non plus qu'il ne va pas faire des convulsions par la suite. De l'autre côté, donc, les produits donc, anti-épileptiques sont quand même dans la phénotoïne, donc à savoir sur la condition myocardique, tout ce qui est donc hépatique aussi possible. Donc c'est un peu donc, délicat des employés, c'est plus d'employés, c'est vraiment mieux. Certains aussi recommandent une prévention, donc phénotoïne bien, le vétiracétam, donc pendant 7 jours, mais surtout donc sans AEG continu, donc on ne peut pas savoir s'ils convulsent ou pas, en offre clinique ou pas, et plutôt donc traiter les convulsions que donner un traitement de fond qui va forcément donc être efficace chez ces patients-là. L'analgétisation, donc, pas des variants, si la pression est contrôlée, ça revient donc à la même gestion de la sédation pour les patients. Cette sédation, c'est énoncé les pics de variation tensionnelle, les pics de stimulation nocitive, les pics par conséquence de chiffres, quel que soit lors des soins, lors de l'aspiration trachéale. Donc, les protocoles sont divers, ils sont presque comparables. Donc, ce qui importe, c'est plutôt le protocole du service, la façon de gérer donc, cette sédation, donc lors des soins, bien pour pouvoir réveiller le patient, évaluer ce plan neurologique, et bien sûr, donc, la pharmacologie, la pharmacocinétique, la pharmacologie, donc pratiquement, ils sont comparables pour cet objectif-là. Mon malade suit de spécialité, je n'arrive pas à contrôler, donc je peux induire un coma avec réduction donc, importante de l'activité électrique, par conséquence, réduction de la consommation cérébrale oxygène, réduction de l'huile sanguine et la pression.
Pour cela, on a deux produits, donc le tubantane, directement entendu, qui va comme effet indésirable, si on peut dire, immunosuppressant, forcément circulatoire, mais surtout donc, va mimer un traitement antibique avec une métriase et une burst separation. L'autre incombinant donc une demi-vidante, mais ça ne va pas adopter, donc on ne peut pas arrêter ce traitement-là. De même pour le propofol, donc il y a une meilleure supplément donc pharmaceutique avec même efficacité de ce plan de burst separation, mais l'inconvénient, donc c'est d'une part au degré de consommation, et d'autre part l'intolérance lipidique qui fait que on est donc limité côté posologie, et côté passer avec pour pouvoir contrôler les malades les plus graves. Ouais, donc, vous voulez qu'il y ait à faire avec cette couplage métabolique, hyperthermie, excusez-moi. Donc, il va augmenter donc, le paramètre il va augmenter la consommation, la libération donc, des aminotransmetteurs et des radicaux libres. Par conséquent, il faut l'éliminer, il faut l'éviter, il faut traiter toute hyperthermie, et que ce soit d'une façon symptomatique, étiologique en parallèle, chez ces trois crâniens. Voire favoriser certaines hypothermies. Parce que l'hypothermie va réduire donc la dégradation des protéines, l'accumulation de lactate, va stabiliser peut-être la membrane et réduire la réponse inflammatoire, l'apoptose. Reste à savoir, donc, pour le mal si on n'arrive pas à contrôler, quel est l'objectif donc l'hypothermie, 35, 34, 33. Bien sûr, ça dépend des moyens, ça dépend de la gravité, ça dépend donc de la sévérité de l'HTSC, ça dépend des moyens qu'on a pour pouvoir atteindre ce chiffre-là, et surtout, ça va dépendre des effets indésirables qu'on va avoir, surtout dans le sang, tout ce qui est atteinte rénale, atteinte circulaire, et surtout, donc, chaque fois qu'on va rajouter, donc, on va avoir l'effet, si on peut dire, inverse, et l'effet rebond, donc il faut pouvoir réchauffer ces patients, donc de façon lente, progressive, pour éviter tout ça. Bien sûr, il ne faut pas oublier que quand il passe par la base du crâne, du coup, c'est un patient qui risque de dissection artérielle, bien. Donc, il faut pouvoir les chercher, les suspecter, les chercher, et surtout, donc, par la suite, donner un traitement anticoagulant efficace. Mon troisième crânien, on peut faire plusieurs troubles hydroélectrolytiques, le syndrome de perte de sel, le diabète de lipide, pour pouvoir savoir diagnostiquer, traiter, et surtout donc, avec l'utilisation des osmothérapies, donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc, avant de finir, je ne vais pas finir, donc je vais peut-être plus loin. Donc, si on peut dire la prise en charge limite, plutôt focalisée sur la gestion de la traumatisme crânien et la balance énergétique. Mais c'est est-ce qu'uniquement ça? Si on va donc les deux principales, donc la SPAR et Brain Trauma Foundation, donc dans leurs recommandations, je ne vais pas revenir sur les recommandations, mais voir un peu donc les niveaux de pertinence des recommandations, le poids plutôt des recommandations. Donc la SPAR donne plus de volets pour la prise en charge précellulaire dans le cadre du polyforme. Pour le volet, donc, objectif initial, prévention initial, donc, quand même, on a pas mal de niveaux, donc, grade 2, level 2, 3. Pour tout ce qui est traitement et nursing aussi, donc, les choses ne sont pas aussi, donc, évidentes. Et de même pour le monitorage. Et pourquoi? Parce que les lésions cérébrales ne sont pas comparables. Entre l'hématome extradural ou rien, il n'y a rien pratiquement sous l'hématome, donc, au niveau du cortex, ou du parenchyme, ou des lésions externales diffuses. Il y a une énorme différence. D'autre part, les principes thérapeutiques, si on peut dire, sont plutôt basés sur une physiologie d'un cerveau qui paraît ça. Alors que la physiopathologie, c'est un peu plus différente. Un peu différente par rapport aux hémisphères contus ou pas. Les territoires atteints ou pas. Dans la zone de pénombre ou dans la zone d'ischémie. Et ça, on va un peu sur le plan structurel, plus proche, donc, au niveau cellulaire. Donc, on va avoir d'une part une infraction de l'intégrité cellulaire, un efflux donc de sodium, de potassium, une élévation du calcium qui va perturber donc le fonctionnement cellulaire, qui va induire l'accumulation donc l'activation de la récepteur NMDA, l'accumulation des radicaux, de l'apoptose, de l'inflammation, des dégradations donc du cystosquelette. Donc en fait, quand on va avoir plusieurs mécanismes intriqués d'importance
différentes, l'autorégulation qui est altérée avec la réactivité au CO2, dysfonctionnement métabolisme cérébral avec une atteinte mitochondriale possible, des zones où il y a du hypoperfusion, des zones qui ont une hyperperfusion, de vasophase impossible, de physiopathologies différentes, de l'inflammation, qui vont tous donc, contribuer à cette nuisance secondaire. Et par conséquent, ce qui fait que nos patients ne sont pas homogènes dans l'absolu. Donc, entre rien sur le scanner et beaucoup de lésions, il y a une différence peut-être dans l'approche. Ici aussi, donc, cette illustration montre, par exemple, pour un syndrome, pour un hématome structural, donc il y a plus de lésions donc, inflammatoires que par rapport à une atteinte axonale. Il y a plus donc, atteinte plutôt donc, cellulaire au niveau donc, du métabolisme du calcium. Même les modèles animaux donc, ne peuvent pas reproduire exactement les mêmes lésions qu'on trouve sur le 3D canadien. Donc, par conséquent, extrapoler donc, l'expérimental donc, animal sur l'humain, donc, reste toujours sujet de discussion. L'intégrité donc, de cette barrière hématocytique est compromise, quel que soit par sa rupture. Par conséquent, on va avoir un œdème vasogénique avec une fuite du plasma dans l'interstition. Par conséquent, tout ce qu'on va donner aussi dans le plasma, à savoir l'oxymothérapie, peut se trouver dans une parenchyme et aggraver d'éventuelles contusions hémorragiques. En même temps, donc, on peut avoir donc, des perfusions avec altération donc, des ponts lipocellulaires qui vont faire qu'on va avoir l'accumulation du sodium, de l'eau, donc des cellules endothéliales, et par conséquent, ça va avoir un œdème cytotoxique qui lui-même peut évoluer par l'apoptose de cette cellule dans un œdème donc vasogénique. Ma autorisation donc, est altérée, par conséquent, tout ce que on va faire sur le dispositif tensionnel pour avoir des repentissements, que ce soit vers l'hyperémie ou bien l'ischémie. Et c'est quelque part la base du concept de Lund. Il va essayer de limiter donc, ce chiffre tensionnel élevé, donc, moyennant d'une part donc, la réduction donc, de la consommation, la réduction donc, de pression donc, hydrostatique, favoriser peut-être la pression aquatique pour retenir un peu d'eau dans le vaisseau, pas dans l'interstition, réduire le volume sanguin cérébral et surtout agir précocement. Leur modèle de traitement. Et pour les défenseurs de concept de Lund, il faut juste quelque part que la Gray Foundation s'est un peu aligné sur leur recommandation avec les chiffres tensionnels de pression perfusion cérébrale moins élevés, 370, mais surtout avec une recommandation d'optimiser cette pression perfusion cérébrale selon cette autorégulation est présente et selon donc, la réponse optimale de l'autorégulation face à cette pression perfusion cérébrale. Donc aussi donc, le lactate avec comme métabolite alternatif donc, qui fait que on favorise bien en train d'utiliser donc le sérum lactate, le sérum lactate donc, comme solution donc d'une part pour les faiblesses sur la contrôle de pression crânienne. Certaines études ont montré l'équivalence entre le sodium et le mannitol. Sur le plan métabolique, donc on a quand même des études plutôt animales qui ne montrent pas vraiment donc, cette réponse métabolique espérée donc, par les différents donc, auteurs. L'hypoxie tissulaire ne dépend pas que du débit sanguin. Ce qu'on fait comme hyperventilation et hypothermie peut augmenter l'affinité de l'hémoglobine par ne pas libérer l'oxygène pour les cellules en souffrance. Il y a une part d'œdème qui va limiter donc, la diffusion d'oxygène. Il y a une part d'hypermétabolisme. Il y a aussi une part d'atteinte mitochondriale qu'il faut prendre en considération. Mon traumatisme crânien est source de coagulopathie, donc on va avoir de l'hypercoagulabilité avec risque par conséquence de thrombose au niveau du sul donc cérébral et par conséquent des sensibilisations ischémiques cérébrales, mais aussi donc on a de l'hypocoagulation, voire même de la fibrinolyse qui vont majorer donc les lésions hémorragiques. Et pour l'instant donc on n'a pas de recommandation claire, on est toujours dans le sang corriger tout ce qui est trouble du message pour pouvoir éviter. Donc, ça a été utilisé pour cette indication, donc avec des résultats mitigés, pas concluants pour l'instant. Mais tant que ça ne nuit pas, on peut peut-être toujours l'utiliser et le proposer pour ces patients.
Est-ce qu'il y a d'autres antioxydants, notablement non protecteurs? La montadine aussi, donc, comme bloqueur organocytopamine, donc, il va donc bloquer donc, les récepteurs NMDA et l'excitotoxicité. Les bloqueurs donc, du canal calcique ensemble avec tous ces centres de souche. D'autres aussi donc, produits, donc les bloqueurs pour moduler donc, la réponse sympathique, l'hyperactivité, la méthamphétamine pour améliorer donc, la perméabilité de la terre, la maintenance sympathique et autres molécules. Respiratoire, et eux-mêmes donc, vont compromettre donc, aussi donc, les lésions donc, cérébrales secondaires. Donc, entre physiologie et pathologie, entre des situations pas en crise sur ce plan-là, entre neuroprotection et neuroinnovation, donc, quel est le compromis pour pouvoir arriver à réduire ces lésions donc, secondaires? Bien sûr, il faut un monitorage pour pouvoir lutter contre le pic, pour pouvoir optimiser donc, cette balance énergétique. Donc, est-ce qu'on va viser la pression? Est-ce qu'on va viser l'UBI? Est-ce qu'on va viser plutôt la consommation? Ça dépend donc, des moyens qu'on dispose. Bien sûr, pour du thérapeutique personnalisé pour pouvoir donc, améliorer les participation. Et in fine, donc, je n'ai pas vraiment de réponse. Pour agir rapidement, efficacement, et surtout donc, agir tout en étant donc, averti avec le monitorage nécessaire pour pouvoir gérer donc, cette situation. Et je vous remercie pour votre attention.